Imaginez que tout ce que vous possédez, ou du moins tout ce que vous pensez devoir garder, est dans votre poche et glissé dans vos chaussettes. Vous avez quitté votre maison ce matin en sachant que vous pourriez ne jamais y retourner. Vous avez porté votre uniforme au travail. Autrement, vous auriez peut-être trop attiré l'attention. Vous avez un long voyage devant vous, mais vous ne pouvez laisser personne autour de vous savoir que vous prévoyez de partir. Vous avez choisi de mettre vos chaussettes les plus épaisses dans vos bottes. Vous dissimulez des bandages de secours dans votre chaussette gauche. Dans votre botte droite, vous glissez la lame d'une petite pelle. Vous avez du poison à rat dans votre poche de veste, en prévision d'une éventuelle capture. Vous réalisez que votre voyage est une mission sans retour. Soit vous vous en sortirez vivant, soit vous mourrez. Il n'y a pas de retour en arrière. Aujourd'hui est le jour où vous allez essayer de traverser la frontière. Pas n'importe quelle frontière, mais la frontière la plus lourdement armée du monde. La frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est appelée la zone démilitarisée. Elle mesure 150 miles de long et environ 2,5 miles de large. Heureusement, votre voyage couvrira la plus courte de ces deux distances tant que vous ne vous perdez pas ou n'êtes pas capturé. La zone démilitarisée est la zone de cessez-le-feu le long de la péninsule coréenne qui sépare les deux nations. Les deux côtés fortifient la frontière avec des clôtures surmontées de fils barbelés. Ils sont activement gardés par des troupes, et certaines sections de la clôture sont chargées avec suffisamment d'électricité pour vous envoyer physiquement voler. Vous avez assez observé les prairies et les deltas sur la bande de terre inhabitée. En tant que soldat nord-coréen, vous avez monté la garde et tracé votre chemin pendant des mois. Au cours des dernières années, on vous a dit à maintes reprises les conséquences de la défection. En fait, vous avez vu plus d'une personne mourir à quelques pas seulement dans le No Man's Land. Certains ont été abattus par des gardes en quelques secondes, d'autres ont réussi à passer la ligne d'arbres, mais l'écho d'une explosion de mine a rendu leur sort évident. Vous partagez un milieu similaire à celui de vos collègues masculins. Vous venez tous de familles aisées. Une fois le pas franchi, vous verrez que c'était intentionnel. Sachant que vous passeriez la journée à regarder la zone démilitarisée en direction de la Corée du Sud, le gouvernement recrute des fils de familles aisées qui n'ont aucune raison de vouloir partir. La vie est censée être bonne, et regarder la liberté au-delà des barbelés est censé être sans intérêt, pas inspirant. Mais votre esprit est décidé. Vous voyez des gens mourir de faim tous les jours. Des personnes sont enlevées de chez elles et on n'entend plus jamais parler d'elles. Vous vous apprêtez à courir alors que votre partenaire de patrouille commence à s'éloigner dans la direction opposée. Un brouillard avait commencé à se former 1 heure auparavant. Vous saviez en vous réveillant, la ville en panne d'électricité, qu'aucun courant ne passerait par la clôture normalement électrifiée. Il y a une porte de secours à quelques pas qui pourrait vous amener de l'autre côté. Vous posez votre arme sur le sol. Vous ouvrez la porte et la fermez silencieusement derrière vous. Puis vous courez. Impossible de savoir où poser le pied. Il pourrait y avoir des mines n'importe où. Vous vous glissez entre les arbres, vos jambes semblant agir indépendamment de votre cerveau. Il fonctionne sur un instinct de survie jusqu'à ce que vous atteigniez une deuxième clôture. Vous repérez une zone où les animaux ont creusé un passage, et vous commencez à creuser avec la lame de la pelle et votre main pour créer une ouverture assez large pour passer à travers. Vous vous grattez le visage sur le fil qui traverse lorsque vous pensiez pouvoir entendre des cris au loin. Au cours des 4 prochaines heures, vous traversez 61 mètres de la rivière Imjin dans des eaux jusqu'à la taille. Vous trébuchez sur la racine d'un arbre et vous vous foulez gravement la cheville. Vous vous baissez et vous cachez d'un véhicule de patrouille, vous apprendrez plus tard qu'il se dirigeait vers le tristement célèbre pont de non-retour. Au final, vous rencontrez une autre clôture, mais vous n'avez plus d'énergie pour creuser. Vous jetez votre veste pour couvrir le fil barbelé en haut, mais au moment où vous rassemblez vos forces pour lancer votre corps de l'autre côté, vous vous coupez les mains et la joue. Vous pouvez seulement ressentir l'épuisement et la douleur à ce stade. Vous n'avez plus d'énergie, alors que vous voyez un soldat courir vers vous avec son fusil pointé. Vous scrutez leur uniforme, déterminant si c'est le moment pour le poison à rat ou non. Le drapeau sur leurs bras vous est étranger. Ils parlent un dialecte inconnu pour vous. Vous levez les mains en signe de reddition et ne pouvez vous empêcher de sourire, parce que vous avez réussi. Selon le ministère de l'Unification de la Corée du Sud, plus de 33 000 personnes ont fait défection de la Corée du Nord. Certains font le voyage via la mer Jaune ou la mer du Japon.
La plupart se rendent d'abord en Chine ou en Asie du Sud-Est, puis tentent d'immigrer, bien qu'ils risquent l'arrestation et le retour en Corée du Nord s'ils sont attrapés. Bien que traverser la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud soit le chemin le plus direct et immédiat vers la liberté, c'est l'un des voyages les plus dangereux au monde. Seuls quelques-uns vivent pour relater leur expérience. Pourquoi les gens sont-ils si disposés à risquer leur vie et leurs membres pour traverser la frontière de la Corée du Nord vers le Sud? Le premier est gouverné par un régime communiste autoritaire avec des libertés personnelles limitées. Des millions sont touchés par la pauvreté et la famine. La Corée du Sud, en revanche, est une nation hautement modernisée avec une économie florissante et des droits de l'homme protégés par la Constitution de la République de Corée. À des kilomètres de distance, les gens mènent des vies totalement différentes en fonction de la nourriture qu'ils mangent, des pensées qu'ils rencontrent, des soins de santé qu'ils reçoivent et des droits dont ils jouissent. Les gens pourraient tenter de franchir la frontière pour des raisons économiques, politiques, religieuses, idéologiques, sociales ou culturelles. Étant donné que les différences entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sont si flagrantes, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens sont prêts à risquer le voyage mortel pour avoir une chance à une vie meilleure. Des gens du monde entier traversent les frontières dans l'espoir de créer une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles. Historiquement, les gens ont été chassés de leur maison en fuyant les conflits, qu'il s'agisse d'une bataille militaire qui a envahi leurs pas de porte ou de voisins qui ne sont pas d'accord avec leurs préférences religieuses. Les frontières sont des symboles de maisons laissées derrière, des jalons dans des voyages périlleux et des indices d'un nouveau départ. De nombreux facteurs motivent aujourd'hui l'immigration mondiale. Les conflits militaires entre nations, les guerres civiles, les facteurs environnementaux et les persécutions individuelles forcent ou encouragent les gens à emballer leur vie et à traverser la frontière vers un autre pays. Par coïncidence, les pays qui sont secoués par des crises qui transforment ces citoyens en réfugiés sont souvent les pays avec les passages frontaliers les plus dangereux. Jetons un coup d'œil à certains des passages frontaliers les plus dangereux du monde. Quand deux pays sont en guerre l'un contre l'autre, il est logique que voyager entre ces pays puisse être un chemin semé d'embûches. La zone démilitarisée elle-même n'est pas dangereuse. La véritable menace en franchissant la frontière coréenne réside dans les personnes et les armes utilisées dans la région. Pour d'autres nations en guerre, les frontières sont des sites contestés, car elles servent de barrières pour garder l'ennemi à l'écart. Les frontières aident les nations à définir la zone et les peuples pour lesquels elles se battent, ainsi que ceux contre lesquels elles se battent. Historiquement, les conflits militaires avaient tendance à se dérouler sur des champs de bataille et des zones désignées loin des civils. Bien sûr, cela n'impliquait pas l'épargne des civils et de leur infrastructure durant les combats. Il suffit de regarder les empires mongols ou romains. Ce qui faisait l'objet de combats tendait à être clairement délimité, mais ceux qui étaient affectés par les combats tendent à s'étendre au-delà des parties belligérantes. En fait, les litiges frontaliers ont été à l'origine de nombreuses guerres. Et bien qu'une carte du monde il y a seulement 300 ans soit totalement méconnaissable pour une personne moderne, les humains sont prêts à aller à la guerre pour défendre l'endroit où les frontières sont tracées. Les frontières indiquent des communautés sociales, culturelles et nationales contenues, mais elles indiquent tout aussi efficacement qui doit être exclu. La fine ligne entre l'inclusion et l'exclusion crée des tensions qui parfois dégénèrent en guerre totale. D'une certaine manière, aujourd'hui ne diffèrent pas de centaines d'années auparavant. Les conflits militarisés entre deux nations ou groupes idéologiques peuvent rendre le franchissement des frontières très difficile. Le 7 octobre 2023, franchir la frontière entre Israël et la Palestine est devenu plus mortel que jamais auparavant. Connue sous le nom de ligne verte, la frontière entre Israël et la Palestine est en mouvement depuis des siècles. La terre entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée détient un pouvoir sacré dans les religions juives, musulmanes et chrétiennes. Les nations qui se sont formées autour de certains des groupes religieux se disputent leur droit à la terre. La déclaration Balfour en 1917 a soutenu la création d'un État juif dans la région, connu sous le nom de Palestine. Cela a contribué à établir la nation actuelle connue sous le nom d'Israël. Pendant l'Holocauste, la population juive en Palestine a triplé, passant de 10% de la population totale à 30%. Alors que les Juifs fuyaient un génocide mené par Hitler et les nazis et que la population juive de la région augmentait, certains Palestiniens natifs ont commencé à craindre d'être déplacés. La Grande-Bretagne avait reçu de la Société des Nations l'autorité administrative sur la région, ce qui lui donnait le pouvoir de décider quel peuple pouvait vivre où. Cependant,
Le mandat britannique sur la Palestine devait expirer vers 1947 et les Nations Unies récemment formées ont proposé la création d'un État juif séparé au sein de la Palestine, bien que la nouvelle nation aurait pris plus de la moitié des terres de la Palestine. Un conflit a inévitablement éclaté entre les sionistes qui étaient en faveur d'un État juif et les Palestiniens qui cherchaient à conserver leurs terres. La première guerre arabo-israélienne a éclaté après que Israël a déclaré son indépendance en 1948. Au cours des 75 dernières années, le conflit a ravagé la région. Bien que l'emplacement exact des frontières ait été ignoré ou même rejeté par certaines parties, la division entre Israël et la bande de Gaza est incroyablement dangereuse. La bande de Gaza est une région bordant Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. Avec seulement 40 km de long et un peu plus de 9 de large, Gaza est géographiquement petite, et avec une population de plus de 2,2 millions, les gens y sont entassés. Compte tenu des tensions entre certains Palestiniens et Israéliens, les deux zones ont historiquement eu des gardes fortement armés surveillant la frontière. De plus, il y a eu des mines terrestres parsemées le long de la frontière qui ne sont pas clairement marquées ou clôturées, rendant possible qu'une promenade bien intentionnée puisse devenir une marche de la mort. Lorsque le Hamas, un groupe militant islamique qui gouverne la bande de Gaza, a lancé une attaque surprise sur les civils en Israël, le conflit s'est intensifié. Lorsque des milliers de personnes en Israël ont été torturées, violées, brûlées, assassinées et prises en otage, la nation d'Israël a déclaré la guerre au Hamas. Depuis, les forces de défense israéliennes ont riposté, avec une offensive terrestre et des frappes aériennes qui auraient tué des milliers de civils et de militants du Hamas. Alors que la guerre fait rage, la frontière entre Israël et la bande de Gaza est devenue plus dangereuse que jamais auparavant. Une grande partie du conflit est enracinée dans des désaccords sur où se termine Israël et où commence la Palestine, et qui a le droit à certaines terres. À une époque où votre affiliation nationale fait de vous un ennemi pour un autre, voyager près de la frontière pourrait être mortel. Selon les conventions de Genève, d'innombrables crimes de guerre ont été commis au cours du conflit jusqu'à présent, prenant des enfants en otage, utilisant des civils comme boucliers humains et massacrant sans discernement des non-militants. Franchir le seuil entre Israël et Gaza est une recette pour affronter un individu armé d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas tué dans une frappe aérienne par une balle perdue ou pris prisonnier en premier lieu. La frontière sud d'Israël avec l'Égypte est également une frontière incroyablement dangereuse à naviguer. Même avant la guerre entre Israël et le Hamas, les forces de défense israéliennes surveillaient traditionnellement de près la frontière dans le but de mettre fin aux opérations de trafic de drogue. Malgré la présence militaire accrue, des combats éclatent souvent en raison de l'activité terroriste autour de la frontière sud avec l'Égypte. Comme le force de défense israélienne a redirigé de nombreuses troupes pour l'offensive à l'intérieur des frontières de Gaza, il pourrait y avoir moins de surveillance que jamais auparavant dans la péninsule du Sinaï. Lorsque vous traversez entre deux nations en guerre l'une contre l'autre, votre accueil d'un côté pourrait ne pas être agréable. Même si vous traversez pour votre sécurité, on pourrait soupçonner que vous essayez d'infiltrer le pays d'arrivée. Sur une carte, franchir les frontières peut sembler aisé, mais l'accueil qui vous attend de l'autre côté n'est pas garanti. Dirigeons-nous maintenant un peu plus au nord, vers une autre section du monde ravagée par la guerre, la Russie et l'Ukraine. Comme la situation en Israël, le conflit ici, en Europe centrale, est lié à des différences culturelles, religieuses et politiques. Tout cela a dégénéré en une invasion d'un pays par un autre sous le prétexte d'une opération militaire spéciale. Lorsque le conflit a commencé en février 2022, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a déclaré que ce qui se passe aujourd'hui ne découle pas d'un désir de porter atteinte aux intérêts de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Cela est lié à la protection de la Russie elle-même contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage et essaient de l'utiliser contre notre pays et son peuple. Revenons en arrière. La région du monde connue aujourd'hui sous le nom d'Ukraine a été historiquement habitée par le peuple de la Rousse de Kiev, ayant des liens à la fois scandinaves et russes. Parfois, elle appartenait à la Pologne, parfois à la Lituanie. Pendant un certain temps, elle faisait partie de l'Empire austro-hongrois. En 1922, elle a été incorporée à la République socialiste soviétique ukrainienne, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les liens entre l'Ukraine et la Russie se sont intensifiés à ce stade. Cependant, la relation n'a pas toujours été positive. Sous le règne de Joseph Staline, des millions de personnes sont mortes de famine et plus d'1 million de juifs ukrainiens ont été persécutés et assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Même sous l'égide de l'Union des républiques socialistes soviétiques, les Ukrainiens ont conservé un sentiment d'identité culturelle indépendante de la Russie.
En 1954, pour commémorer le 300e anniversaire de l'adhésion de l'Ukraine à l'Empire russe, Nikita Khrouchtchev, leader des Soviétiques, a offert la péninsule de Crimée à l'Ukraine. 36 ans plus tard, en 1991, l'Ukraine a déclaré son indépendance de la Russie. C'était un geste audacieux, mais cela signifiait que la population de l'Ukraine, qui était d'environ un tiers de celle de la Russie, pouvait s'attaquer aux problèmes auxquels elle était confrontée, plutôt que d'être regroupée dans une énorme fédération. Toutefois, la Russie a annexé la Crimée en 2014, provoquant des tensions régionales. Les forces russes ont pris le contrôle de l'Assemblée autonome de Crimée et ont organisé un référendum sur le retour à la Russie. Selon la Russie, une majorité écrasante voulait revenir. 8 ans plus tard, Poutine lance une guerre contre l'Ukraine, bien qu'il ne l'appelle pas ainsi. Entre les tirs d'artillerie, les frappes aériennes, les attaques de chars et les mines terrestres, les gens meurent à gauche et à droite tout autour de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Au moins 10 000 civils ont été tués en Ukraine. Selon l'Organisation des Nations Unies, en mai 2023, il y a près de 5,1 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et 6,2 millions de réfugiés qui ont été enregistrés à l'échelle mondiale. Au cours des 18 premiers mois du conflit, on estime que 500 000 soldats sont morts ou ont été blessés. Des réservistes et des militaires en service actif des deux côtés se sont battus le long de la frontière. Alors que beaucoup de ceux qui s'opposaient idéologiquement à la guerre de la Russie en Ukraine ont essayé de faire entendre leurs dissensions ou même ont essayé de fuir pour éviter de participer, les médias contrôlés par l'État et le régime autoritaire en Russie ont étouffé cela. La Russie a recruté des dizaines de milliers d'hommes pour rejoindre l'armée. Récemment, ils ont modifié les lois stipulant que les hommes âgés de 18 à 30 ans plutôt que 27 peuvent être appelés au service militaire. Ils ont aussi changé les lois pour permettre les convocations à la conscription en ligne plutôt qu'en personne. Le jour où une convocation à la conscription est délivrée, il est illégal pour un homme de quitter le pays. La Russie a des frontières avec 14 pays, ce qui rend difficile pour le gouvernement de surveiller chaque route ou sentier hors du pays. Mais la frontière avec l'Ukraine est de loin la plus dangereuse à tenter de franchir. La frontière entre l'Ukraine et la Russie est un couloir à sens unique. Selon les gardes-frontières de l'État ukrainien, tous les points de contrôle à la frontière avec la Russie sont fermés. Cependant, le point de contrôle Kolotylovka-Pokrovka, dans la zone frontalière de l'oblast de Belgorod en Russie et de l'oblast de Sumy en Ukraine, permet aux ressortissants ukrainiens de passer à travers des zones occupées par les Russes. Mais les Russes ont fermé tout le trafic en direction de leur pays, donc seul un nombre limité de véhicules lents et de piétons peuvent passer, tant qu'ils se déplacent de la Russie vers l'Ukraine. Les options sont extrêmement limitées pour les personnes cherchant à fuir de la Russie vers l'Ukraine. Pour éviter de se retrouver dans la ligne de mire des combats sur le terrain, les gens préfèrent prendre un itinéraire par la Géorgie plutôt que par la mer Noire. L'option la plus rapide et la plus directe est d'essayer le corridor humanitaire de Kolotylovka-Pokrovka, situé entre la région de Belgorod en Russie et la région de Sumy en Ukraine. On estime que plus de 100 personnes le traversent quotidiennement, même si le voyage en lui-même est psychologiquement éprouvant. Au poste de contrôle russe, les gens sont fouillés par les gardes-frontières russes et soumis à un soi-disant test de filtration. Les gardes de sécurité consultent leur téléphone, sauvegardent leurs empreintes digitales et effectuent des fouilles à nu. Une fois que quelqu'un passe, il doit ensuite emprunter le chemin menaçant à travers le No Man's Land. Véhicules bloqués, les gens portent de leurs possessions. Il faut aider les enfants à se déplacer et soutenir les personnes âgées qui voyagent sur le gravier. Pendant ce temps, des tirs d'artillerie persistent au hasard. Si vous arrivez de l'autre côté, vous êtes pris en charge par un bus d'évacuation qui vous emmène à un autre centre de traitement. Maintenant, les soldats ukrainiens questionnent vos motivations et examinent vos documents d'identification. Des milliers de personnes empruntent cet itinéraire sans passeport ni documents nationaux, rendant le processus d'autant plus difficile. Alors que les conflits au Moyen-Orient et en Europe de l'Est concentrent une grande quantité de violence sur une frontière géographique relativement petite, les guerres internationales dans d'autres parties du monde voient la violence s'étendre sur des étendues bien plus grandes. Considérons par exemple le Sahel en Afrique. S'étendant du Sénégal au nord-ouest jusqu'au Soudan, le Sahel est une sorte de zone de transition entre le désert sec du Sahara et les savanes plus humides au sud. Traditionnellement, une zone sèche, les rivières Niger et Sénégal traversent la région, rendant possible l'irrigation des pâturages. Au cours des 100 dernières années, l'augmentation de la population dans la région a entraîné une érosion accrue du sol. La fertilité de la terre a été sollicitée comme jamais auparavant pour nourrir les populations croissantes et créer des infrastructures pour les loger tous.
Des sécheresses extrêmes ont entraîné de longues périodes de famine dans la région. La région subsaharienne de l'Afrique a l'un des taux de croissance de la population les plus élevés au monde. Selon l'Organisation des Nations Unies, en 2017, les 6 pays constituant le Sahel ont une population approximative de 90 millions de personnes. Ce chiffre devrait passer à 240 millions d'ici 2050. On estime également que 80% de la population de la région vit avec moins de $2 par jour, ce qui en fait l'une des zones les plus pauvres du monde. Au-delà des pressions exercées par des conditions climatiques parfois inhospitalières et une population en rapide croissance, la région est rendue nettement plus dangereuse par les extrémistes violents, le terrorisme et les coups d'État gouvernementaux. Débutons en 1960 quand le Mali s'est affranchi de la France. Alors que le nouveau gouvernement national visait à unifier légalement, politiquement et culturellement leur nation sous une nationalité commune, il est devenu évident que certaines communautés pastorales d'Arabes et de Touaregs ne voulaient rien avoir à faire avec cela. Beaucoup des avantages que le gouvernement promettait de fournir n'atteindraient tout simplement pas beaucoup de gens. Les différences de classe et économiques entre le Nord et le Sud ont amplifié l'antagonisme dans la région. Beaucoup ont vu l'idée d'un gouvernement national comme une tentative d'imposer un agenda élitiste aux peuples pastoraux. En 1963, 1991, 2006 et 2012, 1991, 2006 et 2012, ces groupes se sont soulevés contre le gouvernement malien. Toutes ces insurrections se sont terminées par des accords de paix sur papier, mais les tensions ont continué à couver entre les différents groupes ethniques, principalement divisés entre le nord et le sud du Mali. En 2012, une insurrection au Mali a conduit à un coup d'État militaire improvisé. Les jeunes officiers militaires étaient mécontents de la gestion par le gouvernement démocratique de l'insurrection Touareg. Des groupes extrémistes violents ont profité de l'occasion pour prendre le pouvoir dans certaines zones, et les forces armées maliennes ont depuis eu du mal à maintenir le contrôle de la région. Avant 2012, le Mali était perçu comme une démocratie pendant près de 20 ans. Cependant, le coup d'État a entraîné une faible participation aux élections et une érosion de la confiance envers les institutions gouvernementales. Les élections sont souvent retardées, des politiciens ont été enlevés par des groupes extrémistes et les gens sont violemment poussés à ne pas voter. Le banditisme est répandu. Rien qu'en 2021, 2600 décès de civils ont été causés par des bandits. C'est en plus des milliers de personnes qui meurent chaque année dans le conflit armé, non seulement au Mali, mais aussi au Burkina Faso, au Tchad, au Cameroun, au Niger et au Nigeria. En raison de la grande taille de ces nations et des difficultés que leur gouvernement a à maintenir la paix, de nombreuses étendues de terre sont considérées comme non gouvernées. Ces zones sans loi sont des cachettes de choix pour les bandits et les groupes terroristes comme Boko Haram. Au Nigeria, les forêts de Sambisa, Falgore et Adja sont devenues des points chauds pour les insurgés et les bandits pour lancer des attaques, échanger des armes et garder des... Le parc W, couvrant le Niger, le Burkina Faso et le Bénin, est perçu comme un bastion pour les djihadistes et militants sahéliens. La combinaison de la violence armée des extrémistes, de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté généralisée a conduit l'Organisation mondiale de la santé à classer le Sahel comme l'une des crises les plus rapides au monde. Comme une grande partie du conflit dans la région concerne les communautés transfrontalières, le passage d'une nation à une autre augmente la probabilité que vous puissiez rencontrer un groupe terroriste ou des bandits. En raison des centres peu peuplés dans chacun des pays de la région du Sahel, la sécurité des frontières est difficile à maintenir. Les frontières quelque peu poreuses entre les nations peuvent être contrôlées par les forces de sécurité d'une nation ou elles peuvent être surveillées par des militants insurgés. Le risque d'enlèvement, de cambriolage et d'attaques terroristes est élevé dans toute la région, en particulier pour les ressortissants étrangers. L'agitation dans la région du Sahel montre que les frontières entre les nations peuvent être dangereuses en elles-mêmes, mais les tensions qui se déroulent au sein d'une nation peuvent rendre l'acte de partir encore plus important. Examinons maintenant certaines frontières qui sont rendues dangereuses en raison des guerres civiles qui se déroulent à l'intérieur des frontières d'une nation. À l'extrémité sud de la péninsule arabique, le pays du Yémen est en pleine guerre civile. Au cours des 8 dernières années, plus de 4,5 millions de personnes ont été déplacées de leur foyer. Dans le même laps de temps, son économie a rétréci de 50% et plus de 80% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Tout a commencé lorsque le président autoritaire du Yémen, Ali Abdullah Saleh, a été renversé lors d'un soulèvement. Le pouvoir a été cédé à son adjoint, Abdrabou Mansour Hadi. Au cours des années suivantes, les Houthis, une organisation politique et militaire islamiste chiite, ont pris le contrôle de certaines parties du Yémen et ont finalement renversé le président Hadi.
Une coalition saoudienne avec des partisans de l'ancien président Saleh a tenté de combattre les Houthis. Les deux côtés ont lancé des frappes aériennes, dévastant l'infrastructure partout au Yémen. Alors que le conflit et l'insurrection sont partout au Yémen, la menace d'enlèvement et de terrorisme est élevée pour les personnes traversant la nation. Malheureusement, le Yémen et la Corne de l'Afrique constituent l'une des routes de migration les plus fréquentées et les plus risquées au monde. Les déplacements à travers le Yémen se font à la fois d'est en ouest et d'ouest en est. Les personnes fuyant le conflit dans la région du Sahel pourraient essayer de s'échapper, et les Yéménites pourraient essayer de sortir du Yémen. Généralement, les individus collaborent avec des passeurs pour les guider sur les périlleuses routes de migration. Le détroit de Bab al-Mandab, entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, voit des personnes fuir l'Éthiopie pour l'Arabie saoudite. En anglais, Bab al-Mandab se traduit par « porte des larmes ». Beaucoup doivent attendre un bon temps pour essayer le voyage par voie d'eau, les laissant bloqués, souvent sans nourriture ni abri. Le détroit est connu pour ses eaux agitées, et les migrants ne traversent souvent pas en grand ferry. Au contraire, ils ont tendance à surcharger de petits navires qui sont vieux et dangereux. Les navires surchargés coulent parfois, et d'autres fois une panne de moteur laisse les gens en détresse. Ils peuvent choisir d'attendre ou de tenter leur chance dans les eaux, mais seulement quelques-uns savent même nager. En plus des dangers du voyage par eau lui-même, certains meurent de soif, de faim, de chaleur extrême et de fatigue avant même de tenter de traverser la frontière. De nombreuses personnes traversent pour échapper à la violence armée, tandis que d'autres cherchent à traverser pour avoir une chance d'un meilleur avenir économique. Une crise dans une nation proche du Yémen provoque également certaines des vagues de migration dans la Corne de l'Afrique. Le Soudan, l'une des nations de la région du Sahel, traverse une crise interne extrême. Jusqu'en 2011, le Soudan et le Soudan du Sud étaient la plus grande nation africaine. Malgré des décennies de conflits armés, la séparation du Soudan et du Soudan du Sud a été un changement principalement pacifique. L'autodétermination n'a que peu aidé à résoudre les insécurités économiques dans les deux pays, rendant la frontière avec le Tchad extrêmement dangereuse. Depuis le début de la guerre en 2023, plus de 540 000 réfugiés ont traversé du Soudan vers le Tchad. Les forces armées soudanaises et un puissant groupe paramilitaire connu sous le nom de Forces de soutien rapide ou Forces de soutien rapide ont commencé à se battre dans la capitale du Soudan, Khartoum. Depuis le début de la guerre, les civils se retrouvent pris dans les feux croisés. Des dizaines de villages ont été incendiés. L'Internet et l'électricité tombent sporadiquement en panne. L'aéroport international de Khartoum est fermé, ce qui signifie que les voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays doivent se faire en voiture ou à pied. Les combats ont perturbé les pratiques agricoles dans la région, entraînant une aggravation des niveaux d'insécurité alimentaire et de famine. La violence ethnique et les tueries massives contre les Massalides à l'ouest du Darfour ont provoqué une crise des réfugiés. En raison de la crise dans la région du Darfour au Soudan, le commerce entre le Tchad et le Soudan est actuellement suspendu, limitant les ressources des deux nations. Bien que la frontière avec le Tchad soit officiellement fermée, le besoin urgent pour les civils de sortir des zones de combat a conduit à l'utilisation de 27 points de contrôle frontaliers entre le Soudan et le Tchad à Wadaï, Sila et Wadi Fira. Cependant, à ces points, l'afflux soudain de personnes ayant besoin de services essentiels a créé une énorme tension. L'accès à l'eau, à l'abri et aux services de santé est limité. La plupart des personnes qui fuient vers le Tchad arrivent à la frontière dans une situation désespérée, laissant souvent derrière elles des proches assassinés, des maisons dévastées et des enfants kidnappés. La plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants qui arrivent après de longs voyages périlleux à travers des tempêtes de sable et une chaleur extrême. Entre mai et octobre, la saison des pluies au Tchad menace de faire monter le niveau des cours d'eau et d'emporter certaines routes. Cela ne fait qu'exacerber le défi de fournir aux réfugiés des ressources essentielles et rend incroyablement difficile le franchissement de la frontière elle-même. La région autour de la frontière est une zone incroyablement violente. En partie la région d'Abyei, riche en pétrole, revendiquée par le Soudan et le Soudan du Sud, la zone contestée est devenue un foyer de violence. Pour les personnes fuyant la violence au Soudan, la prévalence de la violence dans tout le pays rend le voyage vers l'ouest vers le Tchad dangereux en raison de la menace d'être battu, volé, kidnappé ou tué par des forces violentes. La situation à la frontière entre le Tchad et le Soudan est rendue difficile par le voyage jusqu'à la frontière et la situation d'extrême pauvreté qui attend les gens. La situation à la frontière entre le Soudan et le Tchad est quelque peu similaire à celle de la Turquie et de la Syrie, car ces deux nations du Moyen-Orient sont confrontées à leur propre crise qui rendent le franchissement de leurs frontières particulièrement éprouvant.
En 2011, la Syrie a connu un soulèvement contre son président, Bachar al-Assad. Les premières manifestations du printemps arabe en Syrie ont été provoquées lorsque quelques adolescents ont été arrêtés et torturés pour avoir tagué des graffitis anti-régime dans la ville de Daraa. Les gens ont manifesté pour leur libération, transformant finalement leur protestation en opposition globale au régime. Peu de temps après, Assad a répondu avec la force militaire contre son propre peuple. Une insurrection à grande échelle s'est transformée en une véritable guerre civile. Des brigades rebelles ont pris le contrôle de villes grâce à des groupes comme le Hezbollah et des militants venus d'Iran ont finalement aidé à maintenir le régime d'Assad à travers les combats. L'armée russe est également intervenue pour soutenir Assad, même lorsque des groupes rebelles comme l'État islamique en Irak et en Syrie ont pris le pouvoir dans d'autres parties de la Syrie. En octobre 2023, le régime d'Assad contrôle environ 70% du territoire syrien, bien que les combats se poursuivent dans toute la région. C'est une vue d'ensemble de ce qui se passe politiquement dans la région. Mais pour les Syriens, les 10 années de combat ont eu un coup stupéfiant. Le nombre de morts estimé est de 400 000 personnes, mais il pourrait en réalité être beaucoup plus élevé. Et à divers moments du conflit, plus de la moitié de la population du pays a été déplacée. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime que 5,6 millions de personnes ont fui la Syrie depuis le début des combats. Les gens ont été forcés de fuir dans des situations désespérées. Tout cela a mis une pression significative sur les pays voisins comme la Turquie. La Turquie et la Syrie ont rompu leurs relations diplomatiques après la réponse d'Assad au soulèvement de 2011. Mais au total, la Turquie a accueilli environ 3,5 millions de réfugiés syriens, accueillant plus de réfugiés syriens que toute autre nation. En 2016, la Turquie a signé un accord avec l'Union européenne pour limiter la migration de la Syrie vers l'UE, car les charges financières sur les nations de toute l'Europe, en raison de la crise en Syrie, ont été importantes. Le long de certaines parties de la frontière entre les deux nations, un mur de béton sépare maintenant, rendant physiquement difficile de passer entre eux. Ces dernières années, la Syrie a dû faire face à une crise du carburant, à des épidémies de choléra et à une insécurité alimentaire croissante, ce qui maintient un flux constant de migrants cherchant une vie meilleure de l'autre côté de la frontière. Ajoutant de l'huile sur le feu, une série de tremblements de terre en 2023 a secoué la région. Le nombre total de morts en Turquie et en Syrie dépasse 47 000 personnes. En Turquie, 164 000 bâtiments ont été détruits ou irréparablement endommagés. Ces tremblements de terre ont également endommagé l'infrastructure que les gens utilisaient pour migrer et ont endommagé les postes frontières eux-mêmes. Pour les personnes déjà touchées par des pénuries de nourriture et la violence, les ravages des tremblements de terre ont poussé encore plus de personnes à devoir migrer. Alors que la Turquie devait faire face à sa propre crise, l'afflux de nouveaux réfugiés syriens à sa frontière a créé un nouveau type d'animosité entre les deux nations. Les frontières terrestres turques sont gardées par des unités militaires des forces armées turques. Selon Human Rights Watch, certains gardes-frontières turcs ont tiré de manière indiscriminée sur des civils syriens à la frontière avec la Syrie, ainsi que torturé et utilisé une force excessive contre les demandeurs d'asile. De nombreux Syriens sont refoulés à la frontière, contraints de reprendre le long voyage qu'ils ont entrepris dans l'espoir de migrer. Des incidents où des gardes-frontières ont saisi des téléphones, maltraité des individus et même tué des adultes et des enfants ont été signalés. Même lorsque les gens sont logés dans des camps de réfugiés, des soldats leur ont tiré dessus. La géographie le long de la frontière peut également rendre leur traversée difficile. En Syrie, par exemple, les tempêtes hivernales entraînent froid et gel dans les camps. Des personnes souffrant de problèmes de santé préexistants et de jeunes enfants sont morts dans le froid extrême. La géographie rude de la chaîne de montagnes Al-Ansariya en Syrie rend le voyage pour traverser la frontière d'autant plus difficile. Mais dans certains endroits, la géographie elle-même est une raison pour laquelle traverser une frontière est si dangereux. La ligne Durand entre l'Afghanistan et le Pakistan intersecte les provinces pakistanaises, de la province de la frontière du nord-ouest, des zones tribales administrées fédéralement et du Baloutchistan. Elle inclut également 12 provinces en Afghanistan. Comme la ligne Durand a été tracée sans tenir compte des peuples Punjabi et Pashtun, la ligne suit le cours des rivières et les divisions géographiques, ce qui signifie que certaines communautés afghanes de peuples Pashtun ont été incorporées au Pakistan contre leur volonté. La région est devenue un point chaud pour les activités terroristes, y compris les kamikazes, les combats de rue et les frappes aériennes. Le gouvernement pakistanais a une présence le long de la frontière et se livre souvent à des conflits armés avec les forces talibanes du Nord.
La ligne Durand s'étend sur 1600 miles à travers la chaîne de montagnes de haute altitude Karakoram et le Spingar, y compris le col de Kiber. Le col de Kiber est l'un des endroits les plus dangereux du monde, bien qu'il ait autrefois été une halte très fréquentée sur la route de la soie. Les contrebandiers et les communautés en guerre l'ont rendu incroyablement dangereux à traverser. La montagne elle-même a des sections abruptes et des routes étroites qui rendent la traversée difficile, surtout si vous essayez de ne pas être vu. Une autre frontière ardue à franchir sans être repéré ou sans une grande équipe serait celle de l'Antarctique. Bien que des dizaines de milliers de personnes visitent l'Antarctique chaque année, il n'est pas facile d'atteindre les endroits les plus reculés du monde. C'est le seul continent sans habitations humaines permanentes, juste des établissements temporaires pour les chercheurs. Techniquement, un visa n'est pas nécessaire pour l'Antarctique, mais un permis est requis ou être accompagné par une organisation de voyage autorisée. Le plus grand obstacle technique pour se rendre en Antarctique est le coût. Le coût moyen d'un voyage se situe entre 5 000 et 10 000 $. La traversée du passage de Drake prend 48 heures en bateau et 2 en avion. L'écart d'environ 600 miles entre le Cap Horn et les îles Shetland du Sud est connu pour ses conditions extrêmement froides et parfois ses mers agitées. Les courants de glace et les grosses houles ont historiquement rendu la navigation maritime difficile pour les aventuriers. Mais avec les progrès modernes des navires de croisière, le voyage n'est souvent pas trop mauvais, tant que vous pouvez supporter le coût financier élevé. Une autre frontière avec des tarifs, qui est sans doute la frontière la plus dangereuse du monde, est le Darien Gap. Entre la Colombie et le Panama, une dense forêt tropicale s'étendant sur 60 miles constitue la partie la plus périlleuse de l'une des routes migratoires les plus risquées du monde. C'est le seul chemin terrestre reliant l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Pour les personnes migrant vers le nord dans l'espoir d'atteindre les États-Unis, cette redoutable étendue de marécages et de jungle sans loi est le seul moyen d'arriver là où elles veulent aller. Le Darien Gap est la seule coupure dans la route panaméricaine. La majorité des personnes cherchant à traverser le Darien Gap viennent du Venezuela, où les gens fuient une crise économique si grave que la personne moyenne ne peut même pas se permettre d'acheter le strict nécessaire. La violence incite aussi beaucoup de gens à fuir pour une vie meilleure. D'autres migrants originaires d'Haïti et d'Équateur fuient l'instabilité politique et les crises violentes. En 2023, on estime que plus de 20% des migrants traversant le Darien Gap étaient des enfants. Certains voyagent avec des membres de leur famille, d'autres avec un tuteur qui n'est pas un parent, et d'autres encore totalement seuls. Pour traverser réellement le Darien Gap, les migrants doivent prendre un ferry à travers le golfe d'Uraba de Nekokli à Akandi ou Kapurgana. Ils peuvent ainsi payer des guides locaux et des passeurs dont les tarifs déterminent la longueur et la sécurité de l'itinéraire possible. Les tarifs moins chers et plus longs coûtent de quelques centaines de dollars, tandis que les itinéraires plus sûrs qui ne prennent que quelques jours peuvent coûter jusqu'à 2000 $. Un itinéraire continental va d'Akandi à Bayo Chiquito jusqu'à Lajas Blancas. Un autre itinéraire s'étend de Kapurgana à Canemambrillo jusqu'à San Vicente. Il n'y a pas d'électricité, pas d'abri et pas de service de téléphone portable dans la région. Une fois le voyage commencé, les gens doivent arriver à destination, quel qu'en soit le coût. Les gens manquent généralement d'eau en un jour ou deux. Le poids de le porter ralentit les gens, et la chaleur déshydrate rapidement les gens. Lorsque les gens se résignent à boire de l'eau des ruisseaux et des rivières, ils peuvent tomber malades et être incapables de terminer le voyage. Certaines personnes se cassent des os et se blessent en naviguant dans le dense réseau de racines et les pentes rocheuses abruptes. Certains sont emportés en tentant de traverser des rivières rapides. Entre janvier 2012 et avril 2023, les autorités panaméennes ont signalé avoir trouvé 124 corps dans le Gap. Il est probable que beaucoup d'autres n'ont pas été découverts. L'activité criminelle dans la région entraîne de nombreux vols et attaques surprises. Dans les zones quelque peu non gouvernées et non surveillées, il y a de nombreux cas de viols et d'agressions sexuelles initiés par des criminels travaillant dans le Gap. Malgré les dangers, des foules de personnes traversent. En 2022, on estime que 250 000 personnes ont traversé le Gap de Darien. Entre janvier et août 2023, plus de 500 000 personnes ont fait le voyage. À l'autre bout de la traversée du Gap de Darien, les migrants doivent poursuivre leur dangereux voyage jusqu'à leur destination finale, où qu'elle soit. Beaucoup cherchent l'asile dans d'autres nations, mais lorsqu'ils atteignent leur destination souhaitée, les politiques d'immigration peuvent interdire leur entrée légale dans une nouvelle nation. Les gens doivent ensuite décider où séjourner temporairement. Que ce soit pour attendre les longs processus d'immigration, risquer de rentrer chez eux,
ou essayer d'entrer dans une nation par d'autres moyens. Souvent, les pressions poussant les gens à traverser des frontières dangereuses ne disparaissent pas après qu'ils ont franchi une ligne. Même pour ceux qui obtiennent le statut d'asile, l'entrée dans un nouveau pays signifie recommencer à zéro, souvent dans une nouvelle langue, avec une nouvelle culture et dans une nouvelle carrière. Rarement les personnes qui traversent des frontières dangereuses sont capables d'emporter avec elles leurs économies et investissements. La violence et la guerre forcent les gens à quitter leur maison, mais les gens fuient souvent aussi à cause de la persécution. Que ce soit à cause de leur ethnie, de leur orientation sexuelle ou de leur genre, les gens quittent leur pays d'origine à la recherche d'un lieu où ils ont la liberté de vivre sans être discriminés. À l'heure actuelle, des nettoyages ethniques ont lieu partout dans le monde. En Éthiopie, les Tigréens ont été chassés de leurs maisons et tués en grand nombre. En Chine, les musulmans ouïghours et turcs sont emprisonnés, stérilisés contre leur volonté et rééduqués en raison de leurs croyances religieuses. Au Myanmar, les Rohingyas se voient refuser la citoyenneté et sont soumis à un prétendu génocide par l'armée. Au Qatar, les actes d'homosexualité ont été punis par la peine de mort. En fait, plus de 70 pays à travers le monde poursuivent les actes d'homosexualité en tant que crime. Au-delà de la discrimination envers les personnes en raison de leur identité, les pays du monde entier refusent aux femmes des droits égaux. Dans certains lieux, les femmes sont privées du droit d'accéder aux parcs publics, salles de sport et écoles. Il y a une augmentation de la violence envers les femmes par rapport aux hommes. Même en regardant simplement les frontières dangereuses dans le monde, les cas de viol, d'agression sexuelle et de décès liés à l'accouchement rendent la traversée des frontières beaucoup plus dangereuse pour les femmes. Si nous prenons du recul pour examiner pourquoi il y a tant de frontières dangereuses dans le monde, il y a généralement 3 raisons pour lesquelles les gens se blessent en essayant de traverser. 1. Vous vous blessez en tentant de traverser physiquement la frontière. 2. Vous êtes torturé ou tué par des militants. 3. Vous êtes considéré comme un étranger et par conséquent une menace pour la sécurité nationale. Si nous repensons à l'histoire du soldat qui a franchi la frontière en Corée du Nord, il est peu probable que l'individu fuyait avec des paquets de secrets de sécurité nationale. En réalité, nous ignorons ce qu'ils espéraient en tentant de traverser la frontière. Si un autre soldat l'avait vu essayer de traverser, il n'aurait pas posé trop de questions avant de tirer. La violence est systématique à ces frontières, laissant peu de temps pour comprendre les raisons des tentatives de franchissement. Ce n'est pas vrai pour toutes les frontières. Ceux qui sont surveillés en toute sécurité avec des processus d'immigration approfondis pourraient en prendre le temps de poser les questions approfondies, mais certaines nations pourraient ne pas avoir l'infrastructure ou les systèmes de soutien en place pour prendre soin de plus de personnes. Les questions de surpopulation, d'immigration, de services sociaux, d'obligations envers les réfugiés sont des choses qui pèsent sur les nations du monde entier. Il n'y a pas de solution claire aux crises migratoires auxquelles font face de nombreuses nations, tout comme il n'y a pas de solution claire aux crises que nous venons de décrire qui sont liées aux frontières les plus dangereuses du monde. Des montagnes du Pakistan aux jungles du Panama, on peut trouver des frontières dangereuses partout dans le monde. Leur présence reflète les nombreux conflits et situations dévastatrices qui rendent la vie difficile pour les personnes qui essaient simplement de vivre leur vie. Bien que franchir une frontière puisse sembler être un exploit majeur et ressentir comme un grand pas vers un avenir meilleur, les frontières elles-mêmes sont souvent aussi dangereuses que les situations que les gens quittent.